sommes à Bamako, vous êtes dans la grande édition française sur MCTV. Tout de suite les titres. Dans l'actualité, annonce à la presse de la suspension jusqu'à nouvel ordre des travaux de la commission sur l'éducation complète par le ministre Amadou Koïta de la jeunesse, de l'emploi et de la construction citoyenne, porte-parole au nom du Premier ministre. Et puis une session de formation de 2 jours sur les violences basées sur le genre et la prise en charge de ces victimes s'est ouverte ce jeudi 20 décembre 2018 à la maison du partenariat de Bamako. Nous y reviendrons dans quelques instants. Merci de nous rejoindre dans la grande édition française sur MCTV. Comme annoncé tantôt, le ministre Amadou Koïta, ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne, porte-parole au nom du Premier ministre, M. Soumeilou Boubeye Maïga, a annoncé à la presse la suspension jusqu'à nouvel ordre des travaux de la commission sur l'éducation complète. C'était au cours d'un point donné après une rencontre entre les leaders religieux à la primature ce mercredi 19 décembre 2018. Le point avec Amadou Achera. Le Premier ministre chef du gouvernement a rassuré l'ensemble des leaders religieux du Mali du respect et de la considération qu'ont les plus hautes autorités du Mali, notamment le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, et l'ensemble des membres du gouvernement. Il a tenu également à éclaircir un certain nombre d'informations par rapport à l'éducation sexuelle complète. Il a tenu à informer que le gouvernement de la République du Mali n'entreprendra aucune action qui puisse porter atteinte aux valeurs islamiques, aux valeurs ancestrales de notre pays et aux valeurs que nous avons. Nous sommes un État et un pays religieux, un pays d'islam. Nous avons 90% de la population musulmane, un pays de chrétiens, bref, un pays de foi. Et que le gouvernement a décidé, au cours de cette rencontre, de suspendre les travaux sur l'éducation sexuelle complète. Le Premier ministre, à la suite de la rencontre, a instruit au ministre de l'Éducation, au ministre des Affaires religieuses et cultes, au ministre de la Jeunesse et de l'Emploi et de la Construction citoyenne, avec les représentants de l'ensemble des leaders religieux, de créer un cadre de concertation. Et le cadre décidera si les travaux de programme d'éducation sexuelle complète doivent continuer ou si ces travaux doivent être abandonnés purement et simplement. Donc c'est pour rassurer l'opinion nationale et internationale que jamais, au grand jamais, les autorités maliennes ne poseront aucune action qui puisse porter atteinte aux valeurs religieuses, qui puisse porter atteinte à nos sociétés. Et de rappeler que le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, a toujours le respect et de la considération à l'égard de l'ensemble des leaders de notre pays, des leaders religieux musulmans, des leaders chrétiens, des leaders protestants. Parlons VBG à présent. Une session de formation de 2 jours sur les violences basées sur le genre et la prise en charge de ces victimes s'est ouverte ce jeudi 20 décembre 2018 à la maison du partenariat de Bamako. La session en question à l'endroit des leaders religieux, des communicateurs traditionnels et des acteurs de la justice était organisée par l'Association des juristes maliens, en abrégé AJM. Un élément signé Amadou El Konari. Renforcer les capacités des leaders religieux, des communicateurs traditionnels et des acteurs de la justice en vue de la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre, tel est le but de cette session de formation organisée par l'AJM, Association des juristes maliens et ses partenaires. La lutte contre les violences basées sur le genre revêt une importance capitale pour notre organisation. Depuis 2012, nous avons assisté à une explosion des violences au Mali et particulièrement les violences basées sur le genre. L'atelier qui va suivre aujourd'hui et demain a pour but de renforcer les capacités de ceux qui sont en charge de ces cas de violence, à savoir les magistrats, les officiers de police judiciaire, les leaders religieux, les leaders communautaires que vous êtes, afin de renforcer vos capacités pour nous permettre de lutter contre ce fléau
et de l'éradiquer. Cet atelier de formation a été possible grâce au soutien financier du projet Mali Justice Project, qui est un projet financé par USAID suite aux événements de 2012 en vue d'améliorer la justice de façon générale. C'est un projet qui a 3 composantes, à savoir: la composante 1, c'est renforcer la capacité des institutions judiciaires. La composante 2 parle de l'accès, à l'amélioration de l'accès à la justice à travers la justice formelle et la justice non formelle. Et la composante 3 concourt à réduire la corruption le long des corridors routiers. Et présentement, le projet travaille sur les corridors Kouri, Hermankono, Sikasso, Zegwa. L'appui financier de Mali Justice Project à l'endroit de l'AJM n'est pas fortuit. Le projet a financé l'association des juristes maliennes compte tenu de leur expérience. Et la thématique qui nous réunit aujourd'hui, les violences basées sur le genre. Nous assistons depuis l'avènement du push plusieurs types de violences. C'est l'occasion pour vraiment informer, former les leaders communautaires, les leaders religieux, les organisations de la société civile en vue de contribuer à identifier les cas de violence et aussi à appuyer pour aller dénoncer ces cas au niveau de la justice. Rappelons que cette formation durera 2 jours. Autre sujet à présent, l'association des jeunes professionnels de l'eau et de l'assainissement a organisé une journée d'échange, de réflexion et de sensibilisation à l'endroit des étudiants du Mali. Une cérémonie organisée ce jeudi 20 décembre 2018 au campus universitaire de Badalabougou. C'était sous le parrainage de M. Abdraman Dambélé, conseiller à la SOMAGEP. Le point avec Amadou H. Diarra. Il faut cependant rappeler que les objectifs de cette journée de sensibilisation portaient sur la promotion des principes et valeurs pour une gestion collective et pérenne de l'eau potable en tant que bien commun. C'est ainsi que le président Amadou Ndiko précise. En fait, pour comprendre cela, il faut voir le thème qui est en relation avec le gaspillage de l'eau. C'est que dans ce pays, partout où il y a les regroupements de personnes, où l'eau est censée être gratuite pour ces personnes, et les camps militaires, les campus universitaires, il y a beaucoup de gaspillage. Donc dans notre programme d'activité, il y a ce volet qui est très important. Et les étudiants, c'est des jeunes comme nous, et nous pensons qu'ils comprendront mieux notre langage en les expliquant tous les dangers liés au gaspillage de l'eau. C'est ce qui justifie notre choix ce matin. Quant au parrain de cette journée de sensibilisation, Abdraman Dambélé, il dira que cette denrée qu'est l'eau potable doit être préservée par et pour tous. Sensibiliser les uns et les autres à une consommation responsable de cette denrée très rare. Et c'est ce que nous sommes présentés aujourd'hui pour montrer que l'eau que nous consommons est tellement rare que c'est nécessaire aujourd'hui de préserver. Mettons cela sous ce angle-là, et aujourd'hui l'État a confié la gestion de l'eau potable en milieu urbain aux sociétés maliennes de patrimoine de l'eau potable et aux sociétés maliennes de gestion de l'eau potable. Mais la gestion de l'eau n'est pas seulement de leur ressort, c'est que ça nécessite l'implication de chacun et de tous. L'eau, c'est la vie. Voilà toute la teneur de cette journée de sensibilisation à l'endroit des étudiants. Parlons à présent de cette conférence de presse animée par les membres de Think Peace pour informer les hommes de médias sur le colloque de 2 jours concernant les stratégies de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent dans les pays du G5 Sahel et autres. C'était ce mercredi 19 décembre 2018 dans notre capitale. Babaï Ouattara, Mamadou Diallo. 2 jours durant, les 18 et 19 décembre 2018, des experts maliens et d'autres pays du Sahel se sont retrouvés dans la capitale malienne pour analyser les documents de stratégie de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent dans leurs différents pays. Après cette analyse, des recommandations ont été adoptées et seront remises aux différents gouvernements pour enfin prendre en compte les préoccupations des communautés pour mener à bien cette lutte. C'est pourquoi à la fin de ce colloque, les hommes des médias ont été invités par Think Peace pour leur donner plus de détails sur leurs activités.
Le coordonnateur national des Think Peace Mali, Abdul Karim Fomba, nous en dit plus. Le colloque il a été fait pour les pays du G5 Sahel, élargi au Sahel. Parce que vous savez, nous sommes également dans une position sécuritaire assez difficile, même très difficile pour nos pays. Donc chacun de ces pays a mis en place une stratégie et des dispositions en termes de sécurité. Donc nous avons demandé à ce que tous ces pays-là viennent afin qu'on trouve un moyen d'harmoniser les dispositions qui sont prises dans leur stratégie ou les dispositions qui sont prises de façon générale dans leur pays pour prévenir l'extrémisme violent, mais en tenant compte de la dimension implication des communautés. Parce que dans la plupart de nos documents, nous élaborons les documents, mais nous oublions la partie communautaire. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons appelé tous ces acteurs pour discuter de cela afin d'avoir un document harmonisé qui va ressortir cette dimension communauté. Ce colloque de 2 jours dans notre capitale avait pour thème « Faire du Mali un havre de paix » et il a réuni des experts venus du Sénégal, de la Mauritanie, du Niger, du Tchad, du Burkina Faso et bien entendu du Mali. Ces experts ont promis peser de tout leur poids pour que les recommandations de ce colloque soient prises en compte par leurs différents pays afin d'éradiquer l'extrémisme violent et le terrorisme dans nos pays. Nous parlons de l'actualité chez nous au Mali, mais parlons également de l'actualité internationale avec Fatoumata Kamara. Vers une entrée de l'Algérie dans le groupe des BRICS d'ici 2030, selon le directeur de l'École nationale supérieure de sciences politiques, Moustapha Saïdj, les mesures entreprises par le gouvernement permettront au pays de se positionner aux côtés des grandes puissances émergentes d'ici une dizaine d'années. Elle a de très fortes potentialités, mais il faut reconnaître qu'à l'heure actuelle, directement et indirectement, 98% des exportations relèvent des hydrocarbures. Si elle s'ouvre à l'international, elle développe le secteur privé, je pense que le défi horizon 2030 est possible. Parmi ces mesures en faveur du développement économique, le grand projet du port-centre à Cherchell, qui permettra à l'Algérie de disposer d'une infrastructure d'envergure et qui reliera, grâce à la route transsaharienne, l'Asie et l'Afrique. En 2016, l'Algérie a entamé un programme de diversification de son économie, encore trop dépendante des hydrocarbures. Le partenariat stratégique signé avec la Chine est également mis en avant afin de justifier la place de l'Algérie au sein des BRICS. Moi, je pense que l'espace naturel, bien sûr, de l'Algérie dans la zone méditerranéenne et notamment en direction aussi de l'Afrique, mais la zone Grand Maghreb, si on arrive à faire une bonne intégration, pourrait effectivement faire de cet espace un acteur majeur au sein de l'économie mondiale. Si l'adhésion de l'Algérie se confirme d'ici à 2030, l'appellation du cadre de partenariat changera pour devenir les BRICSA. Pour rappel, les pays des BRICS détiennent plus de 20% de l'économie mondiale et concentrent 40% de la population mondiale. Le volume des échanges commerciaux avec le reste des pays du monde a atteint 5,9 trillions de dollars en 2017. La Confédération africaine de football a confirmé qu'aucune décision n'a été prise pour forcer la Côte d'Ivoire à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en lieu et place de celle de 2021. Une situation qui intervient après que le président de la CAF, Ahmad Ahmad, a récemment déclaré à la télévision que le Cameroun s'est vu attribuer l'organisation de la CAN 2021 qui avait déjà été accordée à la Côte d'Ivoire. Le Cameroun a été dépossédé de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 en raison d'un manque de préparation et de sécurité. Samedi, la CAF a confirmé que l'Égypte et l'Afrique du Sud avaient toutes deux déposé leur candidature pour accueillir le tournoi de 2019 et qu'une décision devrait être prise le 9 janvier. Entre-temps, le tribunal arbitral du sport a confirmé avoir reçu un appel de la Fédération ivoirienne de football contre la décision de retirer les droits d'organisation de la CAN 2021. Retour chez nous au Mali, l'Agence nationale de la sécurité routière a tenu sa 18e session ordinaire
du conseil d'administration ce 20 décembre 2018. À l'ordre du jour, il était question du bilan de la session précédente, la vérification du mandat, aussi l'élaboration des plans d'action 2019 qui sera consacré à la communication et la sensibilisation des usagers de la route et des agents de la circulation routière. Le point avec Mamadou Diallo, Gisèle Dambélé. Au centre de cette 18e session ordinaire du conseil d'administration de la NASER, il était question de l'examen du rapport d'activité de 2017 et l'élaboration du projet du budget et du programme d'activité 2019. À l'entame de ses propos, le président du conseil a évoqué quelques statistiques de la sécurité routière qui se posent dans notre pays. Les tendances actuelles permettent de prévoir que les décès dus aux accidents de la route vont augmenter globalement de 60% d'ici à 2020, c'est-à-dire demain. Pour le ministre des Transports, 60% des accidents de la route au Mali concernent les jeunes et 80% des accidents concernent les engins à deux roues. Alors qu'ils devraient continuer de baisser de 20% dans les pays occidentaux, on peut s'attendre, malheureusement, si rien n'est fait rapidement, à une augmentation de 80% du nombre de décès dans les pays à revenus faibles ou moyens. L'année 2019 qui se profile à l'horizon marquera le 10e anniversaire de la création de l'Agence nationale de la sécurité routière. C'est dire que nous arrivons à un moment décisif de l'évolution de cette structure qui nous commande de faire un bilan sans complaisance de cette première décennie. Cette nécessaire étude nous permettra d'évaluer l'impact des actions entreprises par la NASER afin de mieux affiner des actions innovantes visant à améliorer la sécurité routière. Quant au directeur général de la NASER, il a évoqué les grandes actions qu'il compte mener courant 2019. Aujourd'hui, la NASER organise les 17e et 18e sessions ordinaires de l'agence du conseil d'administration de l'Agence nationale de la sécurité routière. C'est des activités traditionnelles au niveau de l'agence. Et cette année, la session budgétaire qui se tient en même temps ce mois-ci, je crois qu'on va examiner non seulement les dossiers des activités réalisées au niveau de la NASER pendant la période de 2018, mais aussi nous projeter sur l'année 2019 en termes de budget, projet de budget, en termes d'activités à réaliser courant l'année 2019. C'est les deux sessions qui vont être organisées en même temps. C'est pour faire le point d'une session qui devait être évaluée à mi-parcours et organiser la session budgétaire qui doit être organisée vers la fin de l'année. Conformément à la vision des plus hautes autorités du pays, qui accordent une attention particulière à la sécurité routière, la NASER, avec l'accompagnement du ministère des Transports, ne changera aucun effort afin d'éradiquer l'insécurité routière, considérée comme un problème de santé publique. Cet élément qui met fin à cette édition, j'ai été ravi de passer ce moment en votre compagnie. Nos programmes continuent toujours sur notre page streaming www.mctv.ml, notre page YouTube MCTV Live et également notre page Facebook MCTV. D'ici là, je vous souhaite excellente soirée à tous et à toutes. Bonsoir.